Le management par la motivation, la clé de la performance, au boulot tout de suite. Il faut être motivé pour trouver cette perche, hein, quand même, Fatem Zahra. Absolument. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes consultante business coach et avec vous, justement, le management par la motivation. Est-ce que c'est la clé de la performance? Nous avons posé la question à un manager. On regarde et on revient. Je suis Zinba Okacha, directrice marketing dans le secteur automobile pendant 20 ans. Et dans le cadre de cette fonction, j'ai géré plusieurs équipes de différentes tailles. De petites équipes, j'ai des équipes beaucoup plus grandes. Motiver une équipe est fondamental parce que sans motivation, forcément, il n'y a pas de retour, il n'y a pas de productivité, comme on dirait. Et cette motivation-là, elle n'est pas simple puisque forcément, les personnes sont différentes, les caractères, les parcours, qu'ils soient personnels ou professionnels. On trouve forcément un point commun entre tout le monde. Et ce point commun-là, vers lequel on axe toute la stratégie de motivation. Il y a le format standard auquel j'ai déjà fait appel, qui est une conférence avec des échanges, des jeux de rôle, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que cette méthode-là a permis effectivement de régler, en tout cas d'ajuster, d'avoir certains ajustements, mais qui n'étaient pas forcément sur du long terme. Mais j'ai fait appel dans d'autres circonstances à d'autres techniques. Et ça, c'était dans un cadre, je dirais, où je suis sortie un peu du cadre professionnel, où j'ai pris mon équipe à titre personnel et on a fait des activités beaucoup plus orientées sur l'être. Et quand on arrive à être soi-même, à être en règle avec soi-même, être bien avec soi-même, ressentir un bien-être et une sérénité intérieure. Et ces techniques-là, pour vous dire ce que c'est tout simplement de la respiration et de la méditation. Tout le monde s'arrête, on éteint les portables, on éteint les ordinateurs et on se retrouve au milieu et on finissait notre journée avec un moment de respiration, de méditation. Le stress de la journée baissait, était terminé, tout le monde rentrait chez lui avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et j'ai tout de suite vu la différence au niveau des échanges et de la créativité. Et à partir du moment où il y a de la créativité et qu'il y a le partage de cette créativité, il y a forcément une motivation autour d'un objectif commun qu'ils créent eux-mêmes. Et là, j'ai tout de suite compris, mais ça a été immédiat, pour ne pas dire une révélation, que le travail intérieur et que la paix intérieure était la clé et la solution pour le meilleur des managements. Donc les managers d'aujourd'hui devraient commencer, eux, d'abord par ce chemin-là, et ensuite accompagner leurs équipes ou faire le chemin ensemble. C'est très beau de grandir ensemble et de changer ensemble. Alors, la paix intérieure comme technique de management, Fatem Zahra Mzioud Benis, vous y croyez, vous? Bien sûr, absolument, parce que cette paix intérieure, c'est quoi? C'est qu'on est congruent, on fait ce qu'on aime. Parce que la motivation, c'est quoi? C'est quand on a de l'énergie. Quand je viens travailler avec une énergie positive, l'énergie, elle vient de quoi aussi? Parce que motivation, pour agir, il faut qu'on soit motivé. Pour être motivé, il faut qu'on ait de l'énergie. Et l'énergie, elle vient des émotions positives, du plaisir, du désir, de la passion. Et donc, il faut aimer ce qu'on veut. Et ça, c'est pas forcément, c'est pas donné à tout le monde dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça que le manager doit absolument motiver ses équipes à travers cette congruence et cet alignement personnel. Est-ce qu'on peut faire ça dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel secteur? Oui, mais peut-être sous différentes formes, selon les moyens que nous avons, selon le niveau de stress et d'objectifs que nous avons. Quand on est en une multinationale, nous avons une pression souvent qui vient de l'international. Quand nous avons une entreprise familiale, nous avons une pression du patron sur place qui vient chercher son résultat sur place. Donc il y a différentes variables. Mais aujourd'hui, quand on parle de motivation, d'abord il faut arrêter, moi je dis toujours, il faut arrêter de démotiver d'abord. Si on n'arrive même pas à motiver, on arrête de démotiver. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui savoir traiter son manager, son collaborateur et le respecter, comme il disait tout à l'heure, le respecter autant qu'être humain. C'est-à-dire respecter ses compétences, ses ressources, ses désirs, ses valeurs.
et aussi ses limites, parce que chaque personne, elle a aussi ses limites. Et donc, parce que c'est une gymnastique et c'est un savoir-faire. Et le manager doit apprendre à faire ça. Et c'est comme ça qu'il peut gérer au mieux cette équipe-là et lui permettre d'être motivé. Pour moi, en 2 mots, être motivé, c'est se réveiller le matin et être content de venir travailler. Et c'est pour ça que ça a une productivité énorme. Et c'est à partir de là qu'on peut parler de performance. On va parler de quoi maintenant? Eh bien, on va parler du bonheur au travail. Doit-il être absolu? C'est notre rubrique au boulot de la semaine. Mona Sbahi, vous êtes consultante RH et coach et on se pose cette question avec vous. Le bonheur au travail peut-il et doit-il être absolu? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être comme dans la vie de tous les jours, comme dans sa vie personnelle, est-ce qu'on peut être tout le temps heureux ou bien c'est quelque chose qui devrait être tempéré et mesuré? Mais avant, est-ce que c'est un effet de mode, cette histoire de bonheur au travail? Est-ce que c'est un mythe urbain? Parce que est-ce que c'est une problématique, on va dire, de la société moderne et des villes surtout? Déjà, Yasmine, tu as donné une réponse à ta question. C'est que parler du bonheur au travail, c'est comme parler du bonheur dans la vie en général. Est-ce qu'on peut parler du bonheur dans la vie en général en se disant qu'on est tout le temps heureux, sinon il n'y a pas de bonheur? Donc, et ça, c'est une question philosophique, carrément. Ça ne concerne pas que les RH ou l'entreprise ou le monde d'aujourd'hui, mais ça a été tout le temps une problématique qu'on a discutée, je pense, depuis les Grecs ou même avant. Donc, là c'est question, quand on parle du bonheur au travail, c'est question d'un équilibre, d'un bien-être, ça dépend de moi aussi. Je veux aller travailler, j'ai envie d'aller dans cette entreprise, dans ce boulot-là, dans ce métier, ou bien c'était peut-être un problème dès le départ. Okay. J'ai mal choisi ma carrière. Mona, je vous arrête, on va voir ce qu'on pense, les gens qu'on a rencontrés dans la rue, et on revient pour continuer la discussion. Je ne peux pas dire que je suis tellement heureux, mais je suis satisfait. On peut être heureux quand il n'y a pas de stress. أنا كنقول باللي الخدمة فيها سعادة وسيرتو إلا كنتي كتخدم في شي دومين كيعجبك هنا كتكون السعادة مدوبلة. Tant que je fais ce que j'ai plaisir à faire, ce que je veux faire, bah, je suis heureux. Voilà. Il y en a pour lesquels le travail est un bonheur et que le reste de la vie est un enfer. Donc, bien sûr, évidemment, pour beaucoup de gens, le travail est un bonheur. Donc le travail peut être une source de bonheur, mais ce qui est bien aussi, c'est cette nuance entre bonheur et satisfaction. Est-ce que le mot a été d'emblée peut-être mal utilisé? On parle de bonheur au travail, et lorsqu'on pense au terme bonheur, on pense véritablement à cet épanouissement absolu, alors que la satisfaction est beaucoup plus tempérée et mesurée. Vous en pensez quoi? C'est les deux. Il n'y a pas de bonheur sans satisfaction. Ça va de soi. Et il n'y a pas de bonheur sans épanouissement. Il n'y a pas de bonheur sans des conditions correctes de travail. Et tout à l'heure, juste avant d'aller voir ce que les gens pensent du bonheur au travail, je parlais de l'individu dans son choix de carrière, dans son choix de métier. On sait qu'aujourd'hui au Maroc, nous avons une grande problématique d'orientation. Beaucoup de gens vont vers des métiers ou vers des branches dont ils savent presque rien. Et donc, dès le départ, ils partent mal. Et ils se retrouvent dans un domaine, dans une entreprise, dans un métier qu'ils n'apprécient pas, qu'ils n'aiment pas. Donc là, c'est déjà, il y a de l'individu dans son choix de départ. C'est primo. Secondo, avant même d'arriver dans son milieu professionnel. Bien sûr, bien sûr. Il est dans un domaine, il a fait une spécialité, il a carrément son diplôme, mais dans un domaine qu'il n'apprécie pas. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'engagement envers ce métier ou envers ce domaine-là. Donc il y a ça, il y a un départ, un mauvais départ. Puis il y a l'entreprise. Comment le système de management en général, les conditions de travail, l'ergonomie, l'évolution de carrière. Si vous êtes dans une entreprise où il n'y a rien de tout ça, et Dieu sait combien il y en a, si vous êtes dans une entreprise où vous êtes mal considéré, vous en parlez en tant que spécialiste RH, bien sûr. Bien sûr. Et j'étais des deux côtés de la barque. J'étais aussi bien DRH et aujourd'hui, je consulte dans des entreprises, mais j'étais aussi salariée. Aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. J'ai vu les deux. Donc vous avez une bonne vision globale d'ensemble sur le terrain. Oui, surtout par rapport à ça. Et c'est une discussion qui revient assez souvent. C'est-à-dire, est-ce que je suis satisfait? Est-ce que je suis bien? Et ça en découle. Est-ce que je suis heureux dans ce que je fais, dans ce travail-là? Donc, il y a de l'individu et il y a les conditions. Puis, il y a le système de management. C'est un tout.
D'accord. Mais aujourd'hui, sommes-nous suffisamment mûrs par rapport à cette question de bonheur au travail, ou bien on a pris le terme bonheur dans son absolu, perfection, et on s'est dit, bon moi, l'entreprise ne me facilite pas ça, donc je ne suis pas heureux au travail, dans mon travail. Et donc je ne travaille pas. Et donc je travaille mal, et donc je ne travaille pas, et donc je ne suis pas bien. Et je passe la journée à râler, je vais prendre autant de certificats de maladie qu'il en faut. Tout à fait. Et je vous laisse finir les conséquences. Le minimum possible, et je vais y rester quand même. Le travail, c'est un axe parmi d'autres dans la vie. Si on a mal compris cela, si on considère que le travail, c'est toute la vie, et donc on pourrait bien mettre plein de choses dans ce domaine de travail, c'est-à-dire je suis mal dans mon couple, je suis mal dans ma famille, je suis mal avec mes amis, je suis mal dans ma peau, et je vais juste tout mettre sur le travail, alors que c'est un tout à prendre en considération. Donc pour répondre à ta question sur la maturité par rapport à cette notion du bonheur, je pense qu'on est en route pour rester optimiste, de comprendre c'est quoi le bonheur dans le travail, parce que si on a mal compris le bonheur dans sa vie en général, c'est sûr qu'on va être à côté de la plaque même par rapport au bonheur au travail. Est-ce que c'est par exemple, j'ai entendu dans le reportage comme quoi le bonheur, il y a du bonheur dans le travail quand il n'y a pas de stress. Est-ce qu'il y a un travail où il n'y a pas de la pression? Est-ce qu'il y a un travail où il n'y a pas des objectifs à atteindre? Et donc, il y a du stress. Maintenant, stress positif ou négatif. C'est-à-dire on a besoin de cette dose... maturité-là, ce recul-là dont je parlais tout à l'heure. En tout cas, la problématique est importante parce que ça impacte aussi le rendement au niveau de l'entreprise. On va poser la question aux personnes qui sont avec nous. Fatem Zahra Mzewoud Benis, vous êtes coach, conférencière, vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que cette notion est importante pour vous? Le bonheur? Au travail. Au travail, on parle du absolument. bonheur au travail. Je ne fais pas la différence parce que la vie pour moi est un ensemble de choses. Il y a le travail, la famille, le couple, les amis, tout ça. Et pour moi, je dois trouver mon équilibre. Et aussi, c'est question de calcul, puisque sur une journée, je passe au moins 8 heures au travail. Donc, je ne suis pas heureuse, c'est que la moitié de ma vie, je ne suis pas heureuse. Et ça, ce n'est pas bon. J'accueille notre femme inspirante de cette semaine. C'est elle, Asma Al-Arabi. Bonjour. Oh, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Femme inspirante, humoriste, entrepreneur, alias Deutbergig. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, ce qu'on propose ce matin pour nos téléspectateurs, c'est un petit best-of. On regarde, on savoure et on s'éclate. Salam alaikum, Latifa Farkas. J'ai une licence en chouma et un doctorat en swab. Voilà, et je suis coach anti-bakik. Merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup. Je suis capable de déterminer toutes les situations chouma dans une pièce en moins d'1 minute 30. On m'appelle Latifa Choumarer. La chouma. Ma chérie, ça va, comment vas-tu? Ça fait des années que je t'ai pas vue. Tu n'as pas pris une ride, hein? En même temps, tu me diras avec le nombre de séances de botox que tu tapes, ça va. Oui, madame. Oui, il est là. Je transmets votre requête à un irresponsable. Patientez. L'occasion de vous rappeler que cet appel est susceptible d'être enregistré et que ma promotion dépend avec de cet appel. Merci. Est-ce que je n'ai non pas peur de la charge de travail? أختي ما فينا ما نتعذبوا بزاف كاع. Ne prennent plus de pause déjeuner pendant 6 mois? Aucun souci, Laurent. Je suis en période d'essai. Et c'est vrai que si sa carte visite ne commence pas par président directeur général de Libra ou Samgel, il part avec un handicap. Mais c'est pas l'argent qui m'intéresse. Je fais beaucoup de placements, pas mal de déplacements, jamais de remplacement. Et sur la pyramide, je suis au meilleur emplacement. Ça c'est en gros, hein, je pourrais rentrer dans les détails, mais j'ai pas le temps. Non, là, vous n'avez pas de facilité de caisse, non. Notre spécialité, c'est la difficulté. Voilà. عندنا الفلوس باش تمشي تخيط لبسه جديده، العرس من خاتها ولا الزمر، ها والسلفريه اللي مسلفه عليها وحنا ليا هنا. C'est parce que là, tu parles à la fin. Mais Kaina, tu n'as aucune notion de l'argent. Je lui dis, bah oui. Et alors? Mais quel rapport? En com, on bosse comme des malades, vraiment. C'est juste qu'on a souvent besoin de prendre l'air pour respirer et s'inspirer. J'arrive pour la pause. Faut que j'y aille, c'est à peine ma 5e pause de la journée. Sreft. Asma Al-Arabi, ça rit en régie aussi. Ça sort d'où tout ça? Dites-nous. Tous ces personnages, tous ces trucs, ça sort d'où? En fait, je ne saurais pas vraiment dire. Je sais que je suis la dernière de la famille. On est 4 enfants.
moi incluse. Et j'ai toujours été dans les jupons de ma mère, à traîner partout, le moqata'a. Ma mère, elle a toujours un menuisier qui l'appelle à 22h30. C'est la seule personne que je connaisse qui a un menuisier Abdeltaif qui l'appelle à 22h30 ou qui lui envoie des WhatsApp. Elle est très corps de métier, elle va chez le poissonnier par exemple, tu vas la retrouver derrière l'étalage. Elle rentre vraiment, c'est une fouine. En fait, c'est une source d'inspiration, c'est pareil que l'inspiration. C'est une source d'inspiration et en même temps, c'est la personne qui m'a ouvert la voie vers l'observation et vers rentrer dans l'intimité, en fait, de toutes les personnes que l'on rencontre. Étant donné qu'au Maroc, on vit dans les rues appartiennent à tout le monde, donc on crie dans les rues, on parle dans les rues, on entend des conversations dans les rues, partout, contrairement à des cultures un peu plus froides dans les rues, comme les cultures européennes. Au Maroc, les rues appartiennent à tout le monde. Donc c'est une vraie source d'inspiration. Et je pense que on a tous été traînés par nos parents dans un marché, et pourtant, on n'est pas tous sortis. L'Arabie de Tbergig, il y a un plus chez vous, il y a autre chose. Il y a un regard, vous êtes une véritable éponge, en fait. C'est vrai que, oui, en fait, spontanément, j'ai beaucoup d'empathie en fait pour les gens. Je suis très proche, très tactile, je suis quelqu'un de... C'est pas pour me jeter des fleurs, c'est juste pour essayer de comprendre d'où ça vient. Mais je suis très à l'écoute. Et c'est ce qui fait que ça a peut-être développé ma capacité d'observation, des mimiques, des traits de caractère, vraiment des petits détails. C'est sûr qu'il va y avoir un reportage. Toi, tu veux un reportage, carrément, sur toi. Un sketch, on se dit tout après. Un long métrage, sûrement. Alors, en fait, vous n'étiez pas du tout prédestinée à ça. Hein. Vous êtes très brillante, élève très brillante, classe préparatoire de commerce, école de commerce en France. C'était pas du tout pour être humoriste, en fait. Pas du tout, pas du tout. Ma mère me répétait tous les jours, tu feras finance, finance, finance. J'en ai encore les échos dans mon esprit. Donc, pas du tout. Mais par contre, on est une famille qui... les membres de ma famille rigolent beaucoup, on rigole beaucoup spontanément. Mes frères et sœurs, mes cousins, mes oncles, tantes. Donc ça a toujours été une culture que j'ai nourrie, que j'ai cultivée. Mais en commençant mes premières capsules, la première durait 15 secondes, c'est vraiment juste des amis qui m'ont demandé de publier ça, parce que j'avais un blog, une page où je partageais des articles sociétaux, toujours avec ce brin d'humour. Et puis voilà, je suis passée à la vidéo comme ça. Et à la fin de mes études, il y a peut-être un an et demi, j'ai eu tellement d'opportunités, alhamdoulilah, dans ce domaine que ça s'est imposé à moi en fait, comme une vérité. Donc, Et la maman, elle dit quoi ? Maman est fan, vraiment. Pourtant, c'est quelqu'un d'assez pragmatique. On a tous une fibre artistique dans la famille. Ma sœur est designer. Mon frère est expert comptable, mais il est passionné de voyage et de culture. Donc, il fait ça en parallèle. Mais bon, ça a toujours été un peu un combat avec ma mère par rapport à ça. Mais dans mon cas, ça s'est fait assez naturellement et ma mère me soutient beaucoup dans ce que je fais. Alors, vous êtes humoriste, vous êtes également entrepreneur. Oui. C'est pour ça que je dis Asma Al-Arabi, c'est vraiment l'humoriste à la tête bien faite. Donc, très bonnes études, brillante, de l'humour mais avec une finesse et une femme d'affaires finalement. Vous avez monté votre agence. Exactement. Alors, mon agence s'appelle Silsila. C'est une agence de marketing qui est spécialisée en storytelling. C'est-à-dire, on aide les marques à construire leur histoire. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les gens sont plus sensibles aux discours commerciaux qui mettent le produit en valeur, etc. On a vraiment besoin de s'attacher à un produit de manière émotionnelle. On ne parle même plus du produit. C'est surtout ce que fait rayonner la marque comme valeur, comme idée, comme divertissement aussi sur les réseaux sociaux. Et on aide les marques à penser leur contenu sur les réseaux sociaux, penser leur stratégie et leur histoire, qu'elle soit cohérente sur... Alors, lorsque vous êtes dans votre agence, est-ce que vous êtes détaché de Tbergig parce que vous avez des créas qui bossent avec vous, vous rencontrez des clients? Est-ce qu'on vous prend au sérieux quand
quand on vous voit arriver, justement? Ça fait toujours son effet, mais oui, au contraire, je pense que c'est plutôt quelque chose qui joue en ma faveur et qui est très naturellement complémentaire avec ce que je fais. On me sollicite parfois au sein de l'agence pour des choses que je fais avec Dutch Gig et inversement. Donc finalement... Alors, si on devait revenir à Dutch Gig, est-ce que en tant qu'humoriste, on peut tout inventer seul, tout créer seul, ou il faut travailler avec une équipe et au contraire, on prend l'inspiration d'un peu tout le monde? De mon côté, j'écris seule, donc j'écris et j'interprète, mais je travaille beaucoup avec mon frère, ma sœur spontanément, mon cousin aussi, Nabil, qui est un garçon brillant, très cultivé et qui a le même âge que moi. On a grandi ensemble dans cet humour et c'est avec lui qu'on faisait les premiers sketchs. Donc c'est des personnes informelles qui font partie de mon environnement et qui m'inspirent, mais j'écris seule. Mais en ce moment-là, je suis en train de faire grandir un peu l'équipe autour de moi pour travailler sur des formats plus longs, des web-séries, des courts-métrages, peut-être aussi des longs-métrages. Gad Elmaleh qui vous suit aussi, il est fan? Sur Instagram. Sur Instagram, ça c'est top. Hein? Ouais, c'était super. C'était top. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Qui nous inspire depuis gosse. Mais c'est une bonne reconnaissance aussi. Oui, c'est super. C'est super. Selma Sentissi, oui. Alors la fan, vous êtes fan. Vous en pensez quoi de son parcours, justement? Moi, je trouve le plus de Asma. Je la félicite d'avoir écouté son élan spontané. Comme elle a dit, ça s'est imposé, c'est arrivé sur un plateau. Et malgré les petites voix qui répétaient sans cesse, attention, parce que ça aussi, c'est quelque chose d'incroyable. Au lieu de subir, en tout cas, elle a choisi d'y aller, d'oser. Et le résultat est juste exceptionnel. Et je lui souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Et je suis sûre qu'elle en aura. Alors, docteur Karim Siani, vous avez des enfants. Oui. Si un jour votre fils ou l'une de vos filles venait vous dire papa, je veux devenir humoriste, honnêtement, maintenant, sans langue de bois, vous réagirez comment? Moi, je crois à suivre son destin, sa vocation. Sa vocation. Ça vous ferait pas peur parce qu'on se dit comment ils vont vivre on se pose la question quand même. Moi, je les encourage à qu'ils s'expriment. Oui. Et chacun, comment il s'exprime, chacun s'exprime différemment. Hein. Et on peut pas modeler un enfant. Un enfant, absolument. Il faut respecter ses choix, il faut respecter ses tendances. Alors, Asma, justement, est-ce qu'on peut vivre de l'humour au Maroc? Ou c'est parce qu'en fait, en même temps, il y a cette agence et c'est ça, on va dire, votre vrai travail? Alors, pas vraiment, c'est le contraire. Ah oui? C'est plus... je développe ma carrière artistique et je fais attention... à ce qu'elle reste bien cohérente et bien artistique, mais ça ne nous empêche pas de vivre. Moi, je travaille sur des divers types de collaborations avec des marques qui ne sont pas des collaborations commerciales, mais on crée du contenu artistique ensemble, en fait. Parce que justement, c'est en rapport aussi avec l'agence. Aujourd'hui, les marques ne communiquent plus en parlant d'un produit que vous voulez acheter, pas du tout. Les gens veulent voir du vrai, du divertissement, des choses qui touchent le cœur. On est lié à une marque par l'émotion. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à faire, bien au contraire, en humour au Maroc, en termes d'activité professionnelle. Mais il faut le structurer. Bien sûr, il faut structurer. Alors, on a deux questions pour vous de la part de nos téléspectateurs. La première qui dit « J'adore votre humour. Pensez-vous lancer un one-woman show ?» Anas Kaza, 23 ans. Dites oui. Oui, c'est sûr, Inch'Allah, dans un futur proche. Mais là, je me concentre, étant donné que ma passion, c'est vraiment le théâtre, c'est incarner des personnages, je ne me vois pas vraiment dans du stand-up, où ce serait une succession de blagues ou entre guillemets. J'ai vraiment besoin de recréer l'univers de mes personnages, donc c'est en cours d'écriture, mais là, je suis plus en train de développer de nouveaux formats sur le digital, comme je vous le disais. Notre femme inspirante de la semaine.
Et c'est vous, Naïma Filali, professeure d'éducation physique. Merci beaucoup d'être là. Vous avez réalisé votre rêve il y a, on va dire, quelques semaines, un mois et demi. Vous avez escaladé le Kilimandjaro. Le rêve a démarré en 2008 et a fini par se concrétiser cet été. On vous regarde en action, ça vous va? Bien sûr. Et on regarde. Bonjour, je suis Naïma Filali. J'ai fait des études de sport, d'éducation physique et sportive à INSBA de Casablanca. J'ai choisi l'éducation nationale. Je suis une grande sportive. J'ai travaillé pendant 34 ans et j'ai dit basta, je m'arrête. Il faut absolument que je fasse de belles choses. Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, j'avais voulu vous parler aujourd'hui parce que pour vous annoncer que je pars pour l'ascension du Kilimandjaro. C'était un rêve qui était caché dans un tiroir il y a une dizaine d'années. On m'a fait cette proposition de partir il y a 3 ou 4 mois et je n'ai pas dit non, je n'ai même pas réfléchi. Et j'avais complètement oublié qu'aujourd'hui, j'ai 59 ans, que je suis à moins 20 jours de mon départ en Tanzanie. Qu'en ce moment, je suis en train de faire un entraînement en altitude à 1200 mètres. Je peux toujours lancer des défis, des challenges, mais avec ce caractère que j'ai, je pourrais aller même jusqu'au bout du monde. Bonjour tout le monde, voilà, nous sommes arrivés à l'emplacement de la première étape qui est à 2700 mètres. La météo n'est pas favorable, mais c'est un double challenge, un double défi pour tout le monde. Ben voilà, la cerise sur le gâteau. Je trouve pas d'eau, du tout. Je suis épuisée, mais c'est que du bonheur. Voilà, nous avons terminé l'ascension du Kilimandjaro. Regardez-moi comment je suis, mais bon, mais c'est plein de belles choses. J'ai eu la nature en plein la gueule. Je vous embrasse les amis, au revoir. Alors, c'est une grande sportive, mais c'est aussi une hypersensible, beaucoup d'émotions. Ça vous fait quoi de revoir tout ça, Naïma Filali? Écoutez, j'ai la chair de poule, franchement, mais c'est tellement beau. C'est ça, là, c'est ça, c'est le chemin, c'est extraordinaire. Et franchement, vous êtes fière de vous? Fière, oui, fière, parce que c'était dans mon cœur, il fallait faire quelque chose. Oui, je suis fière de moi, oui. Oui, absolument. C'est bien de dire. Je me suis testée et je suis arrivée. Voilà. C'est important pour vous de vous tester? Absolument. À mon âge, oui. J'avais besoin de me dire, oui, Naïma, il faudrait quand même que... Oui. Vous savez, quand on est sportif, on aime bien voir si on est encore... on peut faire des choses, et de belles choses. Quand on est sportif, mais aussi quand on a un vécu, quand on est passé par des moments difficiles. Très difficiles, franchement. Mais aujourd'hui, oui, je suis fière de moi. Et comme vous dites là, mon vécu, oui, absolument. La perte d'une maman, un divorce. La perte de mon unique frère aussi. Et c'était vraiment en 2012, 2010, 2016. Mes enfants sont partis pour leurs études. Et tant mieux comme ça pour mes études, parce que c'est sûr, c'est très bien. Mais il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose pour moi. Il fallait partir quelque part pour se faire du bien. Vous m'avez dit en préparant l'émission, partir quelque part pour trouver quelque chose. Vous aviez besoin de trouver quoi? Écoutez, se retrouver. Soi-même? Soi-même, exactement. Faire un chemin, observer, vivre, rencontrer, partager aussi. Vous pensez à quoi petit à petit en marchant, avançant? Vous savez que quand vous aimez la nature, je vais vous dire une chose, je pense que ceux qui aiment et qui font des randonnées,
c'est l'odeur de la terre, c'est le bruit de la forêt, c'est la pluie qui vous tombe sur la tête. En même temps, vous vous dites là... Des fois, vous vous dites pourquoi je suis là, en fin de compte. Hein, oui, vous vous êtes posé la question? Des fois, oui, mais après, juste après... C'est que du bonheur. Mais à l'intérieur, quand vous dites par exemple, quand on fait de la randonnée, oui, on fait de la randonnée, on aime l'odeur de la terre, on aime l'odeur de la pluie, on aime les bruits qu'on entend. Mais lorsqu'on fait le Kilimandjaro, c'est pas pour ça, hein. Vous le dites, c'est pour se chercher. Ah, oui. Qu'est-ce qu'on cherche au fond de soi? D'être sereine. Voilà, j'ai appris à être sereine beaucoup plus aussi. D'être beaucoup plus calme aussi, de voir des choses que je ne voyais pas aussi. C'est pas évident, hein, vous voyez, c'est pas évident. Ça dure combien de temps, l'ascension? Écoutez, l'ascension, c'est normalement on n'est pas, c'est 32 à 34 km et juste après, à la veille, vous escaladez, c'est 4 jours et demi. Hein. Ça dépend des chemins, parce qu'il y a plusieurs chemins, plusieurs parcours pour y arriver. C'est 4 jours et demi. Exactement. De conditions physiques importantes. Absolument. Et c'est très mental aussi. Tout à fait. En parlant de mental, en préparant l'émission, on a beaucoup discuté toutes les deux. Et en fait, vous m'avez dit que vous vous prépariez, bien sûr en marchant, en faisant beaucoup de sport, mais aussi en expérimentant ce qu'était d'être avec très peu d'oxygène. Oui, c'est vrai. Absolument. On raconte l'anecdote. Oui, oui. Parce que vous avez de la suite dans les idées, hein, quand même, pour vous préparer à ça. Parce que bon, moi, j'ai pas fait de sommet en fin de compte. Je n'ai jamais fait de sommet, mais j'ai une bonne condition physique, hein, et je craignais exactement l'oxygène, la pression. Et donc, je me suis dit, donc, Naïma, hein, il fallait quand même... j'avais ce doute et cette petite peur. Hein, et je me suis dit, donc, il faut vraiment travailler. J'ai fait beaucoup de natation. Mais pas que. C'est quoi l'autre petit truc là d'astuce de randonneur que j'avais vu, c'était de mettre un plastique dans ma tête complètement et de circuler à la maison pour avoir moins d'air, pour dire, bon, écoute, voilà, ça peut t'attendre, ça, tu t'attends à ça. Et voilà. À se balader, à rester à la maison. Absolument. Avec un sac plastique. Ah, ouais. Mais il faudrait qu'avoir une concentration. Il faut se concentrer sur ce que vous faites. Sinon, vous pouvez étouffer. C'est comme si vous êtes dans un ascenseur et puis vous paniquez et non. Il faut se concentrer complètement sur ce plastique et tranquillement et contrôler votre respiration. Sinon, rien ne se fait. Alors, vous avez beaucoup échangé sur les réseaux sociaux et d'ailleurs, vous l'avez annoncé, on a vu la vidéo, vous l'avez annoncé à vos amis à travers une vidéo. Oui. Ils en ont pensé quoi ? Que c'était un grand exploit et que c'était super. Et franchement, ils m'ont vraiment encouragée. Franchement, pour elles, c'est comme si elles étaient parties. Voilà, elles étaient toutes contentes. Et moi aussi, franchement, elles m'ont donné quand même beaucoup d'espoir pour y arriver aussi. Vous avez eu mal au dos à un moment ou à un autre ? Mal au dos. Parce qu'il y a le docteur juste à côté, hein, on peut... Vous savez, quand vous travaillez votre corps, moi je pense que le mal au dos, c'est manque d'exercice. Oui. Puisque si vous ne travaillez pas les muscles, surtout les muscles profonds, vous aurez toujours mal au dos. Il y a une préparation à faire avant de faire le Kilimandjaro, en principe, oui. Préparation physique. Oui, absolument, oui. Travailler les muscles profonds surtout. Muscles, voilà. Vous avez travaillé avec un kiné, avec un... Non, pas du tout. Tout seul. Tout a été, c'était mon programme et quand je fais les choses, je les fais très bien. Mais parce que vous êtes outillé vous étiez professeur d'éducation physique. C'est dans ma discipline, absolument. Mohamed Mandjara, elle est bien sortie de sa zone de confort, hein, et ça, vous adorez, vous. Absolument, justement. Je trouve que ce que vous avez fait est remarquable, être capable de se pousser, de sortir de sa zone de confort. Moi, quand j'entends les gens qui disent « Ah, 50 ans, 55, je ne peux plus faire tel sport, je suis fatigué », je leur donne un autre exemple. Il y a 3 ans, au Marathon des Sables, dans le sud du Maroc, il y avait un Français qui a 84 ans, qui a fait le Marathon des Sables. Le Marathon des Sables, c'est 225 km en autonomie alimentaire. C'est le marathon le plus dur, c'est sur une semaine. Il l'a fait.
être capable de repousser les limites. Qui c'est qui a dit qu'à 50 ans, on ne peut pas faire ça? Qui c'est qui a dit? Donc tous ces préjugés, il faut les casser. Madame a fait le Kilimandjaro, je la félicite, bravo pour votre exploit. Peut-être que demain, elle peut se donner un autre objectif, un autre exploit. Donc quand on est dans cette approche de vouloir toujours se surpasser, c'est soit... Il ne faut pas se comparer aux autres, il faut se comparer à soi-même. Et l'erreur que l'on fait, nous, c'est qu'on passe notre temps à nous comparer aux autres. En nous comparant aux autres, qu'est-ce qu'on fait? On se déprime parce qu'on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas, on est mal, mais alors que le plus important, c'est de se comparer. Donc sortir de sa zone de confort, ça, c'est un exemple. De temps en temps, se lancer des défis. Moi, j'ai eu l'occasion de courir le marathon. Je courais 10 km, je me suis poussé le défi de faire 42 km. Ça a été un défi. Il y a plein de défis. Il y en a qui font le triathlon, il y en a qui font des compétitions. Et donc, quand on a cette approche, ça nous permet de nous adapter et de mieux vivre notre vie. Et puis le sommeil aussi a toute son importance dans une bonne hygiène de vie. On en parle avec vous, docteur. À tout de suite. Alors, docteur Fouzer Kaderi, vous êtes médecin ORL, spécialiste du sommeil et de ses pathologies. Et pourquoi on est ensemble aujourd'hui? Ce n'est pas uniquement pour dénoncer la surconsommation de somnifères, mais pour essayer d'expliquer aux gens comment fonctionne le sommeil. Le sommeil est aujourd'hui décrypté, cartographié. Et vous, les spécialistes du sommeil et de ses pathologies, vous dites chaque personne a son propre mode de fonctionnement. Donc, il faut d'abord décrypter son mode de fonctionnement avant de penser qu'on a une pathologie et avant éventuellement de passer au somnifère. Ce qu'on vous propose avant l'échange également, c'est une petite animation pour comprendre le sommeil dans sa globalité. On regarde. Le sommeil a pendant longtemps été un voyage vers l'inconnu. De l'endormissement au réveil, les spécialistes ont tout décrypté. Scientifiquement, le sommeil se traduit par un arrêt de sécrétion de l'histamine, un neurotransmetteur qui permet au cerveau de rester en éveil. L'individu entreprend pendant son sommeil un parcours complexe composé généralement de 4 cycles. L'état de somnolence est considéré comme le stade 1 de la spirale du sommeil. Il s'agit de l'endormissement, qui se traduit par des bâillements et un ralentissement de la vigilance, du tonus musculaire et de la fréquence cardiaque. La durée de cette étape s'établit à une moyenne de 20 minutes. Au-delà, il s'agit d'une insomnie. Ce niveau franchi intervient le stade 2, ou celui du sommeil léger. Il représente la moitié du temps du sommeil global. La circulation sanguine et la digestion ralentissent et se stabilisent. L'individu est alors assoupi, mais il demeure toujours sensible aux stimuli extérieurs. Le stade 3, quant à lui, correspond au sommeil profond, la phase la plus importante du sommeil. L'activité électrique du cerveau est alors constituée d'ondes lentes et les signes vitaux ralentissent tout en devenant réguliers. C'est à ce stade que se produisent les terreurs nocturnes et le somnambulisme. Au cours d'une nuit moyenne de sommeil, ce cycle est d'une durée d'1h30. Lorsque le corps est quasi inerte, quand la respiration devient irrégulière et que les mouvements oculaires montrent des signes d'éveil, la phase du sommeil paradoxal est enclenchée. Elle se distingue également par une activité cardiaque élevée, une respiration irrégulière et par l'apparition des rêves. Le sommeil paradoxal constitue environ 20 à 25% du temps total de sommeil. En maîtrisant ce mécanisme de cycle, le sommeil n'est finalement plus un voyage vers l'inconnu. Alors justement, le principe du sommeil est aujourd'hui décrypté, compris. Pourquoi les spécialistes de par le monde, Dr Fouzer Kaderi, continuent à tirer la sonnette d'alarme quant à la surconsommation de somnifères et à la surprescription de somnifères également? Alors déjà, sur ce qu'on a vu sur l'écran, c'est que le sommeil ne peut pas être réparateur parce que le patient ou le monsieur est vraiment très très mal par rapport à l'animation est très mal installé. C'est un petit Donc, défi. Le sommeil, c'est vraiment beaucoup de choses. En particulier, pendant la journée, qu'est-ce qu'on fait, le rituel avant de dormir, puis comment on s'installe pour dormir. Ça, c'est extrêmement important. Alors, ça d'une part. D'autre part, quand on se pose la question de la surconsommation des anxiolytiques, des benzodiazépines ou des hypnotiques, la réponse est toute simple, c'est qu'on est dans un état de stress permanent, de frustration extrêmement importante, et donc par conséquent, ce sont les choses qui essentiellement empêchent le sommeil d'être là, de venir. Et on se situe où au niveau du Maroc par rapport à cette problématique de somnifères? Alors, la consommation est très importante. Elle n'est peut-être pas aussi importante qu'en France ou qu'aux États-Unis, où les prescriptions sont vraiment se font de façon automatique. Mais on a à peu près 10% de la population, surtout les personnes âgées,
pour plusieurs raisons, on verra tout à l'heure, qui sont sous hypnotiques et sous somnifères. Mais c'est ça qu'on ne comprend pas, c'est qu'aujourd'hui le sommeil est décrypté, compris, on comprend le mode de fonctionnement du sommeil. Pourtant, on a l'impression qu'il y a un décalage au niveau de la sphère scientifique entre ceux qui analysent le sommeil et ceux qui vont ensuite prescrire les somnifères. Au fait, le décalage, il vient du fait que le sommeil est une pathologie tout à fait récente et on ne la connaît que depuis très peu de temps. Et donc, au départ, on ne savait pas très bien. Et les gens, par exemple, qui avaient des typologies de courts dormeurs, pensaient qu'ils étaient insomniaques. Et ils se mettaient tout de suite à prendre des somnifères, alors qu'au fait, pas du tout. Donc, vous en avez parlé, vous avez dit chacun son sommeil. Et avant d'entreprendre une thérapie de quelque type que ce soit, il faut absolument pouvoir déterminer sa typologie. Savoir est-ce qu'on est court dormeur, est-ce qu'on est vespéral, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin de dormir tard pour se réveiller tard, est-ce qu'on a besoin de dormir tôt pour se réveiller tôt, combien d'heures de sommeil nous avons besoin. Et tout cela, on peut le connaître maintenant grâce à un agenda du sommeil. L'agenda du sommeil, c'est une feuille très simple. Alors, comment ça marche? Alors, comment ça marche? On peut la télécharger déjà sur Internet. Ok, l'agenda du sommeil. On peut la télécharger. Elle se remplit sur 2 semaines. Alors, 2 semaines de préférence sur une période où on est en vacances pour laisser libre cours à son sommeil et voir à quelle heure spontanément on va dormir et à quelle heure on va se réveiller. Sans se forcer à veiller peut-être. Bien sûr, c'est-à-dire on va voir le sommeil, généralement, si on veut maintenir un sommeil de santé, il faut dès les premiers bâillements, dès les premiers signes, ne pas aller à l'encontre du sommeil. Il faut tout de suite se mettre au lit dans les meilleures conditions pour essayer de trouver rapidement le sommeil. Et très généralement, au bout de 10 minutes à 15 minutes, le sommeil est là. Mais pour les personnes qui ont ces symptômes-là, en fait, cette manifestation plutôt du sommeil vers 20h, 19h30, 21h, qui reste des heures relativement tôt pour se mettre au lit. Alors, deux choses une. Alors, ou bien ce sont des personnes qui sont âgées et ils font un syndrome d'avance de phase de sommeil. C'est leur horloge biologique qui fait qu'elles commencent à induire le sommeil assez précocement. Soit à cause de la libération de la mélatonine, soit à cause d'autres choses qui se sont produites pendant la journée, on pourra en discuter. Donc ces gens-là qui, à certain âge, vont dormir un peu plus tôt, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'avance de phase de sommeil, et forcément ils vont se réveiller au milieu de la nuit. Alors si on prend mal la chose, ou si on l'analyse mal, on va penser qu'ils font des insomnies nocturnes. Et ces gens-là, malheureusement, ce sont ceux qui sont le plus, qui reçoivent le plus de prescriptions d'hypnotiques ou de somnifères. Aux États-Unis, par exemple, une étude a montré que 40% des prescriptions se faisaient pour les gens de plus de 65 ans. Alors que c'est un décalage de... Alors que c'est juste un décalage de l'horloge biologique. Donc, mais est-ce que la personne dite âgée, pardon de vous interrompre, accepte ce décalage ou elle pense qu'elle est en situation d'insomnie, qu'elle développe une insomnie? Parce que l'âge, on va dire, on prend de l'âge, on ne l'accepte pas forcément, on a encore peut-être à 65 ans le même rythme qu'avant, on travaille, on est actif, parce qu'on est en 2018, la personne âgée d'aujourd'hui n'est pas celle d'il y a quelques années. Et donc on n'accepte pas finalement ce changement de phase. Tout à fait, mais là, je pense que c'est le manque de connaissances qui fait que la personne, généralement, elle s'éloigne un peu de sa réalité. Quand la première des choses qu'on fait en consultation, surtout quand les personnes sont d'un certain âge et qu'ils viennent et qui font carrément des dépressions parce qu'ils n'arrivent plus à tenir le rythme qu'ils tenaient auparavant, il suffit de leur expliquer toutes les variations physiologiques avec l'âge pour qu'ils comprennent parfaitement et qu'ils acceptent. Bien sûr, il y a une acceptation par rapport à ça. Après, ils doivent organiser leur journée, on parle d'organisation, ils doivent organiser leur journée par rapport à ça et leur soirée par rapport à ça. Bien sûr, ils sont à la retraite et qu'ils font des siestes inappropriées pendant la journée, il est évident que le soir, ils ne pourront absolument pas dormir. D'accord. Ça, c'est on va dire, on a donné les grandes lignes de ce décryptage du sommeil de la personne. Par rapport à l'histoire de la dépression, Rita, vous recevez en cabinet des personnes âgées, justement, qui se plaignent de dépression nerveuse et qui ne savent pas que c'est aussi une question de sommeil. Oui, ça arrive très souvent. Et justement, je voudrais tirer une sonnette d'alarme.
parce que des fois, les gens vont directement en pharmacie acheter certains somnifères hypnotiques et ça peut être extrêmement dangereux. On posera la question au docteur, justement. De prescrire des hypnotiques à partir de l'âge de 65 ans, ça peut même avoir des interactions avec les démences type Alzheimer, etc. Donc, vraiment, il faut faire attention, il faut voir des spécialistes avant d'acheter ces médicaments-là et surtout pour les personnes âgées. Quand il y a une dépression, il faut d'abord traiter la dépression par une prise en charge thérapeutique et bien sûr intégrative toujours, plutôt que de bourrer le patient de médicaments. De toute façon, ça n'a jamais été la solution parce que le jour où il arrête tout ça, il retrouve ses troubles du sommeil. C'est ça. Donc, il faut vraiment aller à la source du problème. Docteur Amine Bititi, vous revenez d'une bonne soirée-nuit d'accouchement. Oui. C'était une nuit un peu dure pour vous, on peut le dire aux téléspectateurs. Certes, c'est vrai. Certes, c'est vrai. Alors, vous êtes chirurgien gynécologue et médecin de reproduction. Cette question, docteur, suis-je infertile? On va essayer de répondre à cela avec vous, mais juste avant, je vous propose de regarder une petite animation réalisée par notre équipe. Seulement un rapport sur 5 aboutit à une grossesse. Et ce n'est pas forcément un cas d'infertilité ou de stérilité. Le recoupement des différentes études à travers le monde démontre les tendances actuelles. Dans le monde, 80 millions de personnes sont concernées par l'infertilité. Son origine est masculine dans un tiers des cas, féminine dans un tiers des cas et mixte ou inexpliquée dans un tiers des cas. En Afrique, entre 15 et 30% des couples sont touchés par l'infertilité, les mauvaises conditions sanitaires étant un facteur aggravant. Au Maroc, 12% des couples marocains, soit environ 800 000 personnes, sont affectés par l'infertilité. Cette dernière est masculine à 40%, féminine à 33% et mixte à 25%. Reste à savoir quelle différence y a-t-il entre stérilité et infertilité. La stérilité se définit comme l'incapacité de concevoir un enfant. Il s'agit d'un état définitif. L'infertilité, quant à elle, peut être temporaire ou curable. Elle est rarement associée uniquement à un des partenaires. On parle donc d'infertilité de couple. Ce n'est qu'après 12 mois de rapports réguliers infructueux, sans utilisation de moyens de contraception, qu'il faut commencer à se poser des questions et aller consulter un médecin. Mais alors, quelles sont les causes de l'infertilité? À quel moment faut-il s'inquiéter et quels examens sont nécessaires pour poser le bon diagnostic? Alors, docteur Bititi, est-ce que vos patients, vos patientes en particulier, vous posent directement cette question, docteur, suis-je infertile? En fait, elles viennent essentiellement demander de l'aide à la conception. Donc, elles viennent après, il y en a après 6 mois, il y en a après 1 an, il y en a après 3 ou 4 ans, d'essais infructueux. Et puis, nous, on est là pour mener l'enquête, un très très bon interrogatoire qui sera suivi par des examens complémentaires pour donner une réponse et une aide à la procréation à ces couples en difficulté. Alors la question qui revient souvent, c'est la trajectoire pour arriver au résultat. Est-ce que l'approche justement diffère d'une femme à une autre, de son âge, de son profil, de son cycle? Est-ce que c'est une femme qui a un cycle régulier, irrégulier? Oui, complètement. Donc on commence déjà par l'âge de la patiente, la durée de l'infertilité, est-ce qu'ils ont déjà eu des enfants ou pas? C'est important aussi. Très important, la régularité des cycles. Est-ce qu'ils ont des rapports fréquents? Est-ce qu'ils habitent ensemble? Parce que des fois, je reçois des gens qui... le monsieur habite dans le sud, la dame il habite ici, puis ils se voient au moment de l'ovulation, alors que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est plutôt augmenter la fréquence des rapports, du 8e jour au 20e jour du cycle, aider les patientes qui n'ont pas des cycles réguliers, parce qu'elles ne le savent pas, des fois elles ont leurs règles tous les 3 à 4 mois, donc leur dire qu'il faut vous aider à ovuler, parce que sinon vous ne pouvez pas concevoir, vous n'avez pas les mêmes chances qu'une dame qui ovule tous les mois. Et puis c'est surtout informer ces couples-là et mettre l'homme aussi sur la table, parce que souvent c'est que la femme qui vient, et puis de plus en plus les hommes se sentent aussi concernés, parce que comme vous avez vu dans le reportage, 40% des hommes sont en cause aussi de cette infertilité-là. Alors on va développer avec vous les différentes causes, les différents facteurs qui vont influencer cette infertilité, féminine ou masculine. Est-ce que les causes sont différentes chez l'homme et chez la femme? Oui, parce que les organes de reproduction sont différents. Chez la femme, c'est essentiellement les causes ovariennes. Donc, soit la dame, elle n'ovule pas tous les mois, donc ça s'appelle des ovaires dystrophiques ou des ovaires polykystiques. Ce n'est pas des réels kystes, c'est des dames qui ont une bonne réserve ovarienne, mais elles ont un trouble du signal de l'ovulation. Ça n'ovule pas
tous les mois. Donc il faut rétablir ce signal à travers des médicaments qui sont simples. Je vous arrête. Est-ce qu'on peut savoir qu'on ovule ou qu'on n'ovule pas? Est-ce que le signe principal, c'est les menstruations, ou bien est-ce qu'une femme peut avoir ses menstruations? Dans 80% des cas, les femmes qui ont leur menstruation ovulent. D'accord. Ce n'est pas un dogme de dire tes règles tous les mois, ça veut dire que tu ovules. Une simple prise de sang, à J21 du cycle, tu as une prise de sang. Si la progestérone elle est élevée, ça montre que vous ovulez. Il y a des femmes qui s'amusent à faire les courbes de température pour le savoir. C'est très contraignant, c'est très anxiogène. Il faut qu'elle se réveille le matin le faire. Donc une prise de sang, demander une prise de sang à son gynécologue suffit pour savoir. Après, est-ce qu'on ovule bien ou pas? Ça, c'est autre chose. D'accord. Ça, c'est pour la femme. Ça, c'est pour la femme, mais c'est juste la cause ovarienne, je vous ai dit. Après, il y a la cause tubaire, c'est-à-dire les trompes, péritonéales, l'endométriose, comme vous savez que c'est un sujet qui me porte. Donc les dames menaient un très très bon interrogatoire, savoir si elles ont mal pendant les rapports, mal pendant les règles, mal en dehors des règles ou pendant leur ovulation. Et les causes utérines aussi, l'implantation. Est-ce qu'elle se fait bien ou pas? Est-ce que les antécédents de la dame, elle a eu une aspiration? Est-ce qu'il n'y a pas des accolements de la paroi? Donc allez visualiser cette cavité avec une hystéroscopie diagnostique qui peut se faire au cabinet ou à la clinique, faire une hysterosalpingographie, c'est une radiographie des trompes, et faire des bilans hormonaux pour connaître la réserve ovarienne ainsi qu'une échographie pelvienne. Et les causes, ce qu'on appelle les causes exogènes aussi? L'environnement, du stress, l'hygiène de vie? Aussi, ça rentre dans le cas des infertilités inexpliquées. D'accord. Donc on peut retrouver dans 10% des cas. Donc on mène des examens complémentaires féminins et masculins. Le masculin, c'est essentiellement un spermogramme. Aussi des sérologies, bien sûr, tout ce qui est HIV, hépatite B, hépatite C et syphilis, obligatoire avant toute assistance médicale à la procréation. Et si on a un spermogramme qui est normal et un bilan féminin normal, on est dans le cadre d'une infertilité inexpliquée. Okay. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Un grand merci à toute l'équipe, à Tanger, Rabat et Casa, pour le suivi de l'émission. À bientôt. On se dit à demain, en fait. Au revoir.